La mort en prison d'un ancien homme de confiance de Kagame relance les questions sur le pouvoir rwandais. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La mort de Tom Byabagamba, annoncée le 25 août 2026 par sa famille, ouvre un nouveau chapitre particulièrement sensible de l'histoire politique et militaire du Rwanda. Ancien colonel de la Rwanda Defense Force et ancien responsable de la Republican Guard, l'unité chargée de la protection du président Paul Kagame, Byabagamba était autrefois au cœur même de l'appareil sécuritaire du régime. Sa famille affirme qu'il est décédé en prison après 12 années de détention. Les autorités pénitentiaires rwandaises n'avaient pas encore communiqué publiquement sur les circonstances de son décès au moment des premières annonces. De la garde présidentielle à la prison. Le parcours de Byabagamba est politiquement révélateur. Selon les documents des Nations Unies, il avait été étroitement associé à Paul Kagame et avait servi pendant de nombreuses années dans son dispositif de protection. Il appartenait donc à cette génération d'officiers qui avait accompagné la construction de l'appareil sécuritaire du Rwanda après la victoire du Front patriotique rwandais. Son arrestation en août 2014 a constitué une rupture spectaculaire avec cette trajectoire. Il a finalement été condamné par la justice militaire pour plusieurs infractions, notamment l'incitation à l'insurrection et l'atteinte à l'image du gouvernement. Sa peine initiale de 21 ans a ensuite été ramenée à 15 ans en appel en 2019. Une affaire déjà controversée devant l'ONU. L'un des éléments les plus importants de cette affaire est que le dossier Byabagamba n'est pas seulement une question de politique rwandaise interne. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, dans son opinion No. 95/2017, concernant Byabagamba, Frank Rusagara et François Kabayiza, a conclu que leur détention était arbitraire et a relevé des violations concernant notamment les droits à la liberté, à un procès équitable et à la protection contre la détention arbitraire. Kigali a contesté cette appréciation et a présenté sa propre réponse aux conclusions du groupe de travail. Cette divergence est essentielle. Il faut distinguer les condamnations prononcées par les juridictions rwandaises des critiques formulées ultérieurement par les mécanismes internationaux des droits humains. La mort derrière les barreaux pose désormais une nouvelle question. Le décès de Byabagamba ne permet pas, à lui seul, de conclure à une cause particulière. Sa famille n'a pas publiquement établi les circonstances médicales de sa mort, et selon les premières informations disponibles, les autorités rwandaises n'avaient pas encore fourni d'explications détaillées. C'est précisément pourquoi une question s'impose. Une enquête indépendante et transparente sera-t-elle menée? Dans un dossier aussi politiquement sensible, la transparence est essentielle. Une autopsie indépendante, l'établissement officiel de la cause du décès et la communication des résultats permettraient de réduire les spéculations et de répondre aux interrogations de la famille comme de l'opinion publique. Le symbole d'un système politique. La trajectoire de Byabagamba peut également être analysée comme le symbole d'une caractéristique du système politique rwandais. La proximité avec le pouvoir peut être extrêmement forte, mais sa rupture peut également être brutale. L'homme qui avait participé à la protection du chef de l'État s'est finalement retrouvé condamné et emprisonné. Son cas rappelle celui de Frank Rusagara, son beau-frère et ancien général, qui avait été condamné dans la même affaire et est mort en détention en mars 2025. Les deux parcours posent donc une question politique plus large sur le traitement réservé aux anciens responsables sécuritaires qui entrent en conflit avec le pouvoir. Il serait toutefois excessif de transformer ces décès en preuve automatique d'une responsabilité directe du gouvernement rwandais. Les faits doivent être établis par une enquête crédible. Une affaire qui dépasse les frontières du Rwanda. Cette histoire intervient également dans un contexte régional particulièrement tendu. Le Rwanda est aujourd'hui au centre des controverses liées à la guerre dans l'est de la RDC, tandis que Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23.
ce que le gouvernement rwandais conteste. Dans ce contexte, toute question concernant la gouvernance, l'armée ou les droits humains au Rwanda prend une dimension géopolitique supplémentaire. La mort de Byabagamba ne devrait donc pas être utilisée comme un simple instrument de propagande, ni par Kigali, ni par ses adversaires. Elle mérite une réponse factuelle. La question fondamentale, que s'est-il réellement passé? Tom Byabagamba a passé près de 12 ans derrière les barreaux. Il est mort alors qu'il était toujours détenu. Son parcours, combattant du FPR, proche du président, officier de la garde présidentielle puis condamné par la justice militaire, raconte à lui seul une partie de l'histoire politique du Rwanda contemporain. Aujourd'hui, une responsabilité incombe aux autorités rwandaises. Faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Car lorsque la justice et la sécurité nationale sont au cœur d'une affaire aussi sensible, le silence ne fait qu'alimenter les soupçons. La transparence n'est pas une faiblesse pour un État. Elle est la meilleure protection contre la suspicion. De la politique des otages aux représailles au Kivu. Quand les civils deviennent la cible de la guerre. L'histoire des guerres montre une constante particulièrement glaçante. Lorsqu'une armée peine à contrôler un territoire, certains responsables militaires peuvent être tentés de faire payer aux populations civiles le prix des attaques menées par des combattants. Le mécanisme est simple. Une attaque contre des soldats est suivie de représailles contre une communauté entière, afin de terroriser la population et de la dissuader de soutenir l'adversaire. C'est cette logique qu'il faut interroger lorsqu'on examine certaines atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo pendant la Deuxième Guerre du Congo. La comparaison avec l'occupation allemande, une analogie qui doit être maniée avec précision. Sous l'occupation allemande, la répression contre les populations civiles en France a effectivement inclus une politique d'exécution d'otages et de représailles. À Tulle, en juin 1944, 89 hommes furent pendus, tandis qu'à Oradour-sur-Glane, 642 habitants furent massacrés. Mais comparer ces événements aux violences commises au Congo ne signifie évidemment pas dire que les contextes historiques sont identiques. La différence fondamentale réside notamment dans le cadre institutionnel, idéologique et militaire de l'occupation allemande, ainsi que dans la formalisation de certaines mesures de représailles. La comparaison doit donc porter sur le mécanisme de violence contre les civils et non sur une équivalence historique globale. Au Congo, les représailles contre les civils ont également été documentées. Les archives de Human Rights Watch montrent cependant que les forces du RCD Goma, opérant avec le soutien de l'armée rwandaise selon cette organisation, ont commis de graves exactions contre les populations civiles pendant la Deuxième Guerre du Congo. Le massacre de Kasika, en août 1988, constitue l'un des exemples les plus tragiques. Human Rights Watch rapporte que les massacres auraient suivi une attaque contre les forces rebelles et que des civils avaient été tués dans plusieurs villages. Les estimations du nombre de victimes variaient fortement selon les enquêtes, certaines sources évoquant plus de 1300 morts dans la région. À Makobola, Human Rights Watch rapporte également que des centaines de civils furent tués à la fin de 1988, dans un contexte où des pertes avaient été infligées aux rebelles lors d'affrontements avec les Mémés. Ces faits ne sont donc pas simplement des récits circulant sur les réseaux sociaux. Des organisations internationales de défense des droits humains les ont documentés à l'époque. Le véritable problème, transformer une population en ennemi collectif. C'est ici que la comparaison devient politiquement importante. Un combattant attaque une position militaire. Une armée perd des hommes. Au lieu de rechercher les responsables de l'attaque, elle considère toute la population environnante comme complice. Le village devient alors une cible. Les maisons sont incendiées, des civils sont tués, des personnes sont arrêtées ou disparaissent. Les populations fuient. Le message envoyé est terrible. Si vous soutenez ceux qui nous attaquent, vous paierez collectivement. C'est précisément ce mécanisme de punition collective qu'il faut combattre. Le droit international humanitaire repose au contraire sur une distinction fondamentale entre combattants et civils. Une population ne peut pas être considérée collectivement responsable des actes d'un groupe armé. Kasika Makobola.
des noms qui ne doivent pas disparaître de la mémoire. L'un des problèmes majeurs du conflit congolais est que plusieurs massacres restent relativement peu connus du grand public international. Pourtant, les rapports contemporains de Human Rights Watch décrivaient déjà une situation extrêmement grave dans l'est du Congo. L'organisation rapportait notamment des massacres, des exécutions extrajudiciaires, des viols et des arrestations arbitraires commis par des forces du RCD et leurs alliés. Human Rights Watch appelait alors le RCD, ainsi que les gouvernements concernés, à enquêter sur les massacres de Kasika et de Makobola et à poursuivre les responsables. Mais lorsque les enquêtes restent incomplètes et que les responsables présumés ne sont pas poursuivis, l'impunité devient elle-même une partie du problème. Le contrôle territorial peut empêcher la vérité. Il existe une dimension moins visible mais essentielle de cette question: l'accès aux scènes de crime. Pour établir juridiquement un massacre, les enquêteurs ont besoin de pouvoir accéder aux lieux, examiner les corps et les fosses, recueillir des témoignages, identifier les victimes, analyser les traces matérielles et confronter les différentes sources. Lorsque le territoire reste sous le contrôle d'acteurs susceptibles d'être impliqués dans les crimes, ces investigations deviennent extrêmement difficiles. Le problème n'est donc pas seulement de savoir qui contrôlera le territoire demain. Il faut également se demander qui permettra aux enquêteurs d'y entrer. L'impunité nourrit la répétition des violences. C'est probablement la leçon politique la plus importante. Lorsqu'un massacre n'est pas correctement documenté, lorsque les victimes ne sont pas identifiées, lorsque les responsables ne sont pas poursuivis et lorsque les archives disparaissent, les générations suivantes héritent d'une vérité incomplète. Et lorsqu'un acteur armé constate que les crimes commis hier n'ont entraîné aucune conséquence sérieuse, la dissuasion judiciaire disparaît. L'impunité peut devenir une incitation. C'est pourquoi la justice ne doit pas être considérée comme une question secondaire par rapport aux opérations militaires. La RDC doit préserver la mémoire et les preuves. Il est temps que les massacres commis dans l'est de la RDC fassent l'objet d'un travail systématique de documentation. Kasika, Makobola, Katogota, Luzende et tant d'autres villages dont les noms sont connus des familles mais restent inconnus du grand public. Human Rights Watch a notamment documenté plusieurs massacres attribués au RCD Goma et à ses alliés rwandais dans cette période. La RDC doit conserver les témoignages, identifier les victimes, protéger les témoins et permettre aux enquêteurs indépendants d'accéder au site lorsque les conditions de sécurité le permettent. La justice doit dépasser les frontières politiques. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire pour servir une propagande. Il ne s'agit pas non plus de transformer chaque accusation en vérité judiciaire. Il s'agit de faire la différence entre accusation, témoignage, documentation et preuve judiciaire. Mais lorsque plusieurs sources indépendantes convergent et que des organisations internationales ont documenté des crimes, ces dossiers ne doivent pas être enterrés avec les victimes. Les responsables de crimes graves doivent pouvoir être poursuivis, quelle que soit leur nationalité, leur fonction passée ou leur proximité avec un pouvoir politique. Une leçon pour la guerre actuelle. La RDC connaît aujourd'hui encore des violences dans l'est du pays. C'est précisément pourquoi l'histoire doit servir d'avertissement. Une armée ne gagne pas une guerre en terrorisant les civils. Elle ne fait que créer de nouvelles générations de victimes, de vengeance et de rébellion. La sécurité durable ne peut être construite sur la peur. Elle repose sur la protection des populations, la maîtrise du territoire, le respect du droit humanitaire et surtout la justice. Les morts de Kasika, Makobola et des autres villages ne demandent pas la vengeance. Ils demandent que leur histoire soit établie, que leurs familles soient entendues et que ceux qui ont commis les crimes répondent un jour de leurs actes. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable bataille. Empêcher que l'impunité transforme les crimes d'hier en violence de demain. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays.
Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.